Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 25e web émission Médici. Ici Yannick Clérouin. Je suis conseiller en compagnie de Carl Simard, président et gestionnaire de portefeuille. Bonjour Carl. Bonjour Yannick. Ça va bien? Très, très bien. Alors, avant de mettre les gens en appétit avec notre première question, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé au webinaire que nous avons diffusé sur le site de Les Affaires le 2 octobre dernier. Ça a été un franc succès. Plusieurs centaines de personnes se sont branchées pour connaître les règles qui permettent de s'enrichir à très long terme. Et si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ce webinaire, eh bien, sachez qu'il est disponible sur notre site web gpsmedici.ca. Alors, attaquons tout de suite la première question qui nous vient de Daniel à propos du groupe MTY, donc le plus important franchiseur de restaurants au Canada. On nous demande, Carl, si le titre est encore intéressant après la hausse des derniers mois. Le titre se change actuellement à 69 $. À ce cours, c'est encore un titre qui est inférieur à la valeur intrinsèque, qui constitue la valeur marchande, la juste valeur marchande de ce titre-là, basé sur les fondamentaux. Alors, c'est un titre que, oui, il est encore attrayant. Il n'est définitivement pas au même niveau d'aubaine, si on veut, que la société était là, au mois de mai, au mois d'avril. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Qui avait peut-être provoqué cette chute. Il y a deux raisons qui sont évoquées. La première des raisons, il y a eu, comme tu sais, une transition, un changement au niveau de la direction. M. Ma a décidé de se retirer des opérations pour se concentrer plutôt beaucoup plus sur le stratégique en étant le président du conseil d'administration. Et il a légué les rênes de l'entreprise, le poste de chef de direction, à son chef de la direction financière, M. Éric Lefebvre. Mais nous, ça s'est fait. Nous croyons que c'était quand même bien. Bien orchestré. C'était bien orchestré, puis c'était bien fait. Puis M. Lefebvre, des connaissances que nous avions de lui, avait les moyens, si on veut, pour occuper un tel poste. Puis il y avait aussi une autre raison qui était liée à l'acquisition d'Invescore. Voilà, tout à fait. C'était Investcore qui a été acheté par MTY. La contrepartie que les vendeurs d'Investcore, les propriétaires d'Investcore, avaient été reçus en partie en actions de MTY. Alors, dès qu'ils ont reçu ces actions, pour des raisons propres à eux, ils se sont précipités pour vendre ce gros groupe d'actions sur les marchés. Alors, donc, ça a exercé une pression là, sur le titre à ce moment-là. Et puis, cette semaine, MTY a réalisé une acquisition, comme on peut le voir, la Casa Grecque. Ça, est-ce que c'est significatif? Ce n'est pas significatif, mais ça démontre certainement la poursuite de la stratégie d'acquisition de MTY, ce qui est correct. Alors, passons à la seconde question qui porte sur les titres, les entreprises chinoises qui sont publiques, telles qu'Alibaba, comme tu sais, qui est un peu l'équivalent d'Amazon. En même temps, ces titres ont probablement chuté d'une manière très importante au cours des derniers mois. Plusieurs de ces titres ont fait les manchettes des journaux en termes qui constitueraient peut-être des occasions d'investissement. Alors, est-ce que Médici s'intéresse à ces titres? C'est une excellente question, Carl. Oui, la réponse est oui. On suit les entreprises qui sont chefs de file dans leur domaine en Chine parce que c'est un marché qui est en forte croissance et qui est appelé à croître pendant de nombreuses années de par l'ampleur du marché. Puis, il y a des entreprises comme Alibaba, comme Tencent, NetEase qui sont leaders dans leur secteur et qui ont connu, comme tu le disais, des baisses importantes dans les derniers mois. Donc oui, sur le plan de l'évaluation, à première vue, ça pourrait être attrayant. Mais il y a des choses, Carl. Quelle est la résistance? Quelle est la réticence de Médici à investir dans des compagnies qui offrent des occasions d'achat importantes vu le gigantesque marché chinois? Bien, c'est ça. Vu de l'extérieur, on est très attiré par ce potentiel-là. Tout est beau, sauf que quand on achète des entreprises chinoises, eh bien, on devient partenaire avec le fameux gouvernement chinois. Et voilà. Et c'est là où le bas blesse, Carl, parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Parce que les intérêts du gouvernement ne sont pas toujours compatibles avec ceux des actionnaires. Et voilà. Puis on en a des exemples assez frappants.
Dans la dernière année, il y a une entreprise coréenne qui s'appelle Lotte Group qui, par pression diplomatique de son gouvernement coréen, a cédé des terrains au gouvernement américain pour l'installation de boucliers antimissiles. Et Lotte, quelques mois après, eh bien, imaginez que des inspecteurs du gouvernement chinois ont débarqué dans son réseau de magasins situé en Chine et il a découvert des anomalies sur le plan de la sécurité. Une sorte de vengeance. Écoutez, on va rester assez sobre dans nos commentaires, mais ce qui s'est produit, Carl, c'est que les 3/4 des magasins, ou à peu près, de la chaîne en Chine ont été fermés ou vendus à rabais. Sans jamais tout à fait comprendre pourquoi ils avaient été évacués du marché chinois comme ça. Là. Bien, c'est ça. En fait, ils ont même demandé à réévaluer la sécurité. Et certainement sans compensation monétaire. Ah, ça... L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas, mais chose certaine, ça a été une lourde sanction pour le groupe Lotte en Corée. Et puis, ça illustre bien, Carl, qu'il faut être très prudent avant d'investir en Chine. Et de notre côté, on préfère investir dans des entreprises qu'on connaît bien, on connaît leur comptabilité sur le bout des doigts. Puis qui vont essayer de pénétrer le marché chinois, tel que par exemple Costco qui a ouvert son premier magasin en Chine, Apple qui est fortement présent également en Chine en vendant des téléphones. Exactement. Parce que ces sociétés exercent leur activité commerciale dans un cadre légal que nous connaissons bien. Et que les propriétaires, ou je ne sais pas jusqu'à quel point Costco est partenaire avec le gouvernement, mais je sais que Costco ne pourra pas laisser aller le contrôle. Puis il va y aller progressivement également. Bien, c'est ça. Hein? Le fait d'y aller progressivement, ça permet d'apprendre, de connaître le marché, les règles du jeu en place. Et souvent, quand on investit directement dans des entreprises chinoises, bien qu'encore une fois, elles soient exceptionnelles, eh bien, on ne sait pas jusqu'à quel point elles doivent faire des courbettes pour mener leurs activités. Puis les règles du jeu sont dans des entreprises que nous connaissons bien. Les règles du jeu sont connues, tandis que le gouvernement chinois peut changer les règles du jeu à n'importe quel temps au détriment des actionnaires. Et juste petite parenthèse, Carl, on voit à l'écran Jack Ma, on ne voulait pas faire... de lien avec Stanley Ma de groupe MTY. C'est juste par hasard que nous avons affiché cette photo-là. Ce qui nous amène à la troisième question à propos des vendeurs à découvert. C'est dans l'actualité, Carl, avec Dollarama, qui était la cible d'un vendeur à découvert américain. Et on nous demande si on tient compte finalement des opinions, des thèses de ces shorts qu'on appelle dans le jargon anglophone. Tout à fait. Nous sommes toujours intéressés à en connaître davantage sur nos entreprises pour mieux maîtriser les risques. Et ces vendeurs à découvert-là, qui ont une position qui est très négative, c'est-à-dire qui misent sur une baisse du titre, peuvent nous en apprendre davantage sur les éléments de risque auxquels une entreprise est confrontée. Alors, plus qu'on en sait sur une entreprise, même si c'est négatif, on va essayer de chercher à savoir est-ce que ce négatif-là, qui sont énoncés dans les thèses de vendeurs à découvert, sont logiques, sont rationnels, sont basés sur des faits. Oui. Okay? Et des fois, évidemment, c'est souvent pas basé sur des faits parce que ces gens-là sont en conflit d'intérêts, parce qu'ils vont beurrer épais, comme on dit en bon québécois. Autrement dit, ils font des déclarations choc dans les médias qui sont... Pour susciter une panique chez les investisseurs, pour les inciter et même les forcer à la limite à vendre leurs titres parce qu'ils créent un mouvement de panique sur des titres. C'est ça qui est arrivé un peu. Le titre a quand même baissé. Avec Dollarama. Que nous détenons en portefeuille en passant. Alors, nous sommes évidemment tapés le rapport des vendeurs à découvert pour mieux comprendre. Puis nous n'avons rien découvert de matériel là-dedans, de faits nouveaux qui pourraient affecter les fondamentaux de la société. À la limite, on se demande même s'il comprend le modèle d'affaires de l'entreprise, parce qu'il y a des parallèles qui sont faits avec des comparables américains qui ne doivent pas tout à fait être faits. Mais la grande conclusion à tirer de ça, Carl, c'est que oui, il faut en tenir compte, mais il faut faire ses devoirs. C'est ça. Il y a un dicton qui dit il n'y a jamais de feu, il n'y a jamais de fumée sans feu. Oui. Mais là, c'est beaucoup de fumée, mais il n'y a pas de feu. Alors, c'est comme on appelle chez nous des fois un show de boucan.
Mais il peut arriver qu'il faut quand même analyser toujours cette boucane-là pour aller voir si effectivement, pour en mentir à mon analogie, s'il y a un feu. Voilà, ça complète cette 25e web émission Médici. Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter par l'entremise de notre site web gpsmedici.ca, par l'entremise de notre adresse courriel info@gpsmedici.ca, sur notre page Facebook et par l'entremise de LinkedIn, notre page officielle. Ici Yannick Clérouin, conseiller. Carl, un grand merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.